Archaland, j'imagine que je parle aujourd'hui, après un an, un sélectionneur du Kosovo, heureux, comblé. Oui, je ne peux être que comblé et heureux de par cette première expérience, mais pas forcément surpris, comme on dit ici, surpris en bien. Je veux dire par là que je m'attendais à avoir une équipe avec de la qualité, avec une très grande motivation aussi, avec de l'envie de montrer quelque chose, et je n'ai pas du tout été déçu dans ce sens-là, ouais. Vous avez disputé l'UEFA Nations League, nouvelle compétition, euh, dont j'ai presque le sentiment qu'elle est tombée à point nommé pour vous, pour votre défi, pour la nation nouvelle qu'est le Kosovo. Qu'a représenté la Nations League pour vous, pour le Kosovo, pour lancer vraiment pour de bon ce projet? Ouais, la Nations League, c'est vrai que quand on m'a proposé le poste de sélectionneur, la Nations League a été pour moi tout de suite un objectif. Ça a été aussi en même temps un rêve. Je me suis dit très clairement, ce groupe-là, on peut le gagner. Ensuite, si on gagne ce groupe-là, il y aura quand même une petite ouverture extraordinaire. Alors c'est vrai que ça a été la motivation première pour moi pour accepter ce job, la Nations League. Parce qu'il y avait tout de suite un objectif qui était réalisable. Un rêve peut-être, mais qui était réalisable. Et ça donnait tout de suite autre chose que certains matchs amicaux. Donc c'est vrai que la Nations League, c'est un cadeau extraordinaire pour le Kosovo. Et du moment que l'on a réussi à être premier de ce groupe et à pouvoir vivre plus tard une demi-finale, voire une finale, ça a donné un engouement et une volonté aussi de travailler, une volonté de bien faire, une volonté de s'améliorer. Je vois au niveau de la fédération, par exemple, en Nations League, j'ai demandé des charters pour me déplacer parce que les vols depuis Pristina à Bakou ou ailleurs ou à Malte, c'est très compliqué. Vous perdez un jour et demi, 2 jours. Mais quand vous jouez à Malte, par exemple, et que 3 jours après vous jouez contre l'Azerbaïdjan le match final, personne ne discute. On va payer un charter qui est très cher pour une petite fédération comme le Kosovo. Mais personne ne discute. On le fait parce que ça fait partie de la Nations League. Si c'était pour 2 matchs amicaux, par exemple, c'est totalement différent. Et en même temps, pour les joueurs, ça a été un objectif, tout de suite un objectif très possible, disons, dont on pouvait rêver. Donc ça a été pour moi une aide considérable. Et c'est finalement l'énorme plus de cette nouvelle compétition, c'est que tout d'un coup, des petites nations, hein, aussi les anciennes, hein, bien évidemment, pas que les nouvelles comme le Kosovo, tout d'un coup pouvaient avoir un objectif concret, euh, un but dont elles pouvaient se dire, tiens, ça pour nous, c'est possible. Et tout d'un coup, après des dizaines d'années de qualification à être entre quatrième et sixième place d'un groupe, il se passait quelque chose. Comment vous avez vécu ça, aussi en tant qu'ancien sélectionneur d'une plus petite nation qui n'avait pas la Nations League? Oui, c'est vrai que ça donne une vision totalement autre parce que ça devient un objectif réalisable. Quand j'étais en Arménie, par exemple, je devais me qualifier pour la France. Bien sûr que c'était un rêve pour les Arméniens, mais c'est vrai que ce rêve était plus du domaine du rêve que de la réalité. Tandis que dans le cas de la Nations League, c'est totalement différent. On se rend compte que c'est possible. On se rend compte que jouer contre ces autres nations, il y a une possibilité de gagner contre ces pays-là. Et ça donne une force supplémentaire. Donc ça a été perçu aussi de cette façon-là au Kosovo par les médias et par les fans du pays. Imaginez cette finale, ce match final qui nous qualifiait contre l'Azerbaïdjan à Pristina, dans un stade de 13 000 places rénové, il y a eu 200 000 demandes de billets. Ça a été le chaos total pour avoir des billets. Et donc ça montre l'engouement et ensuite une sorte de fierté aussi, de fierté nationale d'avoir gagné ce groupe. Et l'équipe nationale, elle fait partie aussi, je dirais, du développement du pays. Le pays a 10 ans, il a fêté... voilà, mais dimanche, j'étais avec des Kosovars qui fêtaient l'indépendance, les 10 ans de l'indépendance, et ils sont très fiers de leur équipe nationale, même des gens qui ne sont pas forcément des amateurs de foot. Alors,
Vous l'avez déjà dit, hein, vous avez tout de suite fixé la Nations League comme objectif, la qualification, la première place du groupe. Mais avec le recul, Azerbaïdjan, Île Féroé, Malte, tout de suite vous vous êtes dit, on a le niveau pour gagner, ou finalement c'est petit à petit que vous avez fini par avoir cette réflexion-là? Non, 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 non. Pour moi, c'était clair qu'on avait le niveau. J'ai quand même étudié, c'est vrai, l'équipe qui avait joué la dernière phase de qualification pour la Russie, dans un groupe très difficile. Hein. Il y avait Croatie, Ukraine, Turquie, Islande, Finlande. L'équipe a fait un point, mais on voyait quand même qu'il y avait du potentiel chez certains joueurs qui évoluent dans des bons clubs européens. Donc, pour moi, il y avait un potentiel certain. Et pour répondre clairement à la question, moi j'ai commencé ma première séance avec l'équipe, ma première théorie. J'ai expliqué clairement que la Nations League, bien sûr, il fallait être premier du groupe, mais qu'après, on était à 2 matchs de l'Euro. Et comment est-ce qu'on peut penser ça sans être un idiot, sans passer pour un fou, de dire on a une chance. Nous, Kosovo, on commence aujourd'hui contre Madagascar, en match amical à Paris, et le coach, il parle de qualification pour l'Euro 2020. Il est fou. Mais finalement, c'est pas si fou que ça, parce que grâce à la Nations League, ses adversaires, potentiellement, vous l'avez dit, étaient des adversaires pas faciles, parce que d'abord, ça n'existe plus, les matchs faciles, on le sait, mais c'était possible, c'était du domaine du réalisable. Et puis après, on le voit maintenant, un match en mars 2020 contre la Macédoine, qui est une bonne équipe, avec j'ai beaucoup de respect, et je vais me faire du souci quand je devrais jouer contre la Macédoine, c'est sûr. Puis après, s'il y a une victoire là, 4 jours après, une finale avec peut-être un tirage au sort favorable à Pristina contre la Biélorussie ou la Géorgie. Et vous êtes à l'Euro. C'est absolument impensable au départ s'il n'y avait pas eu cette Nations League. Vous avez presque dû convaincre les joueurs de leur qualité, parce qu'effectivement, ils sortaient d'une campagne difficile, hein, au niveau purement statistique. Une partie de votre travail, ça a été de leur dire, mais vous avez cette qualité-là, vous pouvez être des joueurs qui font l'Euro. Oui, ça a été d'abord justement, l'objectif a été clair, Pour moi, je commence toujours par un rêve. Pour moi, il faut d'abord rêver. Toutes les grandes choses, pour moi, elles se sont rêvées d'abord. Et ensuite, qu'est-ce que l'on doit faire pour avoir une chance de réaliser ce rêve? Donc ça a été un petit peu cette démarche-là. Donc dans cette deuxième démarche, c'est clair qu'il fallait redonner de la confiance. Et je dois dire que j'ai commencé peut-être en étant... Certains me diront que ce n'était pas très, très, très bien psychologiquement, puisque j'ai montré tous les buts. Ils avaient reçu 24 buts. Ils avaient reçu 24 buts pendant la phase de qualification pour la Russie et marqué 3. Alors qu'on me racontait que les joueurs du Kosovo étaient très forts offensivement, qu'on n'avait que des talents offensifs. 3 buts. Un penalty, un corner et un but, je ne sais plus exactement. Et reçu 24 buts. Et j'ai repris ces phases-là, les unes derrière les autres, pour montrer que si collectivement, que le potentiel individuel était certainement là, mais que dans le football moderne, ça ne suffit pas. Même les grandes équipes. Et après, j'ai repris des images, par exemple, de Manchester City qui défend à 11, avec les stars de Manchester City ou de Liverpool qui défend son os comme un chien enragé qui ne veut pas lâcher son os pour ne pas recevoir un but. Ça, il ne le faisait pas. Donc, créer une équipe qui soit capable d'utiliser ce potentiel offensif, mais c'est clair que tant qu'on reçoit autant de buts, c'est impossible. Et puis, ce n'est pas forcément... vous parlez de confiance, oui. Dans le domaine, par exemple, de la phase défensive, tout le monde racontait que les défenseurs du Kosovo étaient nuls, n'étaient pas bons, parce qu'ils recevaient trop de buts. Mais on sait très bien qu'en football, maintenant, une phase défensive, elle commence avec l'avant-centre, elle commence avec les joueurs de couloir qui reviennent aider, etc., avec les milieux qui font des kilomètres. Donc il a fallu donner cet esprit-là, cette confiance-là, et comme cela, on peut arriver à ce rêve. Et j'ai eu la chance, des fois il faut avoir un petit peu de chance quand même dans le football. On a commencé par 2 matchs amicaux,
Madagascar et Burkina Faso, qui étaient quand même des bonnes équipes africaines. On m'a dit Madagascar, c'est une tout petite. Mais cette toute petite équipe, elle va à la phase finale du championnat d'Europe des nations, du championnat africain des nations. Elle s'est qualifiée pour la première fois de son histoire. C'était cette équipe-là. J'ai dit, attendez, contre cette équipe-là, on a gagné. Et on n'a pas reçu de but. On n'a pas reçu de but sur ces 2 matchs. Et ça a donné déjà une confiance supérieure. Et ensuite, avec la Ligue des Nations, on a pu travailler un petit peu plus aussi sur la phase offensive. Et on a bien fini en marquant 5 buts à Malte, en marquant 4 buts contre l'Azerbaïdjan. Donc la confiance progressivement est venue. Et en même temps, on n'a toujours pratiquement pas reçu de but. Alors ça, c'était pour cette période un peu dorée, merveilleuse de l'automne dernier. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter, parce que c'est une nouvelle aventure qui commence, que vous devez prendre comme une aventure à part entière. Les qualifications pour l'Euro, première fois, là aussi, grande première pour le Kosovo. Comment vous les voyez? À quel point vous vous réjouissez de vivre cette aventure-là? Je dirais que j'ai actuellement je suis un petit peu divisé en 2. D'un côté, je me réjouis, parce que je me réjouis de jouer aussi contre des adversaires plus forts, plus réputés. L'Angleterre, la Tchéquie, la Bulgarie, on va jouer le Danemark en match amical au mois de mars, etc. Donc des bonnes nations de football reconnues en Europe. Et je me réjouis de pouvoir me situer avec l'équipe, que le Kosovo se situe par rapport à ces équipes-là. De l'autre côté, je me rends compte qu'avec le succès que l'on a eu maintenant, que je dirais la fédération ou les supporters en général ou les médias sont presque trop euphoriques. Et maintenant, on devra apprendre aussi, et les joueurs aussi, on devra apprendre, je ne souhaite pas trop vite, mais on devra apprendre à perdre aussi, et à relever la tête immédiatement, et à vivre aussi dans la difficulté. C'était une situation qui était trop belle jusqu'à maintenant pour le Kosovo. Maintenant, on va affronter, on est monté d'une ligue, et il va falloir assumer cela et bien le vivre. Mais ce qui me donne quand même un espoir extraordinaire, c'est que si on arrive à très bien passer, maintenant on aura 10 matchs. Sur l'année 2019, il y a 10 matchs, 8 matchs de qualification, 2 matchs amicaux. Si on arrive à bien vivre ces 10 matchs, à progresser, à être compétitif, indépendamment des résultats, même si les résultats seront très importants pour l'opinion publique, mais indépendamment des résultats, à faire un pas en avant. On a fait un pas maintenant, on est plus solide défensivement, on a marqué plus de buts, etc. Mais il faudra faire encore un saut de qualité. Si on arrive à faire ça, alors, je dirais que je prendrais, pas tout à fait juste de dire que je prends cette phase de qualification pour dire que c'est la préparation pour le match contre la Macédoine. Mais c'est vrai, quelque part, parce que si on veut être réaliste, une chance de qualification, on en a une, je dirais par la voie normale de la qualification pour l'Euro, et puis on en a 10 ou 15 ou 20 ou 50, je ne sais pas, par la voie de la Nations League. Donc, je dois me projeter, je dirais, dans un premier temps, voilà, Danemark amical et tout de suite après Bulgarie. Et bien commencer à Pristina, prendre 1 point ou 3 points contre les Bulgares serait extraordinaire. Et puis de l'autre côté, dire, attends, c'est quoi l'objectif? Le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est mars 2019, Macédoine. Mais il faut quand même bien vivre avec ces deux, parce que je sais très bien qu'au niveau du football, comme coach, si j'ai 8 défaites dans les matchs de qualification, je ne ferai pas le match contre la Macédoine. Et c'est tout à fait logique et tout à fait normal, et je le comprendrai. Parce que le football fonctionne quand même avec des résultats, avec des progrès, avec une évolution. Et puis parce que, oui, je pense que je ne mériterais pas de faire cette demi-finale si jusque-là on n'a pas montré qu'on avait le niveau. Donc je le prends assez sereinement d'un côté, mais de l'autre côté, je suis conscient que ce sera quand même une étape difficile pour l'entraîneur et en même temps pour l'équipe. J'aimerais maintenant que vous me parliez plus spécifiquement, parce que c'est forcément le plus gros défi de cette phase de qualification, de l'Angleterre. Déjà,
du défi de jouer contre un gros avec une petite nation. Vous savez ce que c'est, vous l'avez déjà vécu. Mais la particularité de jouer contre l'Angleterre, peut-être à Wembley ou ailleurs, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet adversaire-là? C'est clair que pour le coach du Kosovo, je le répète, je n'entraîne pas l'Allemagne ou l'Espagne, jouer à Wembley, pour tout footballeur, pour tout amateur de footballeur, je n'ai pas été non plus un très grand joueur de football qui a joué des matchs internationaux ou la Ligue des Champions, comme joueur, donc jouer à Wembley, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Même si je me rends compte d'une chose, et j'aimerais faire peut-être un petit peu différemment, j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions à Bernabéu, à San Siro, mais je n'ai pas profité comme entraîneur, je n'ai pas du tout profité. J'avais le stress, j'avais peur, chaque action de Ronaldo, de Inzaghi, je voyais la balle déjà dans nos filets. Donc, je n'ai pas du tout profité de ces moments-là. J'aimerais pouvoir maintenant, avec l'âge, être plus serein dans mon approche du match. Peut-être encore plus courageux aussi, peut-être, et affronter une équipe comme l'Angleterre, quand même dans les 4 meilleurs du monde pour le moment, une équipe qui est jeune, une équipe qui a de l'ambition, qui a un très très gros potentiel. J'aimerais pouvoir le prendre un petit peu différemment. Et surtout, il y a 2 éléments. Dans mon rôle d'entraîneur, comme coach, je dois faire en sorte que les joueurs puissent prendre ce match aussi comme une chance extraordinaire, parce que, encore une fois, nous n'avons pas des joueurs qui jouent la Ligue des Champions ou qui ont affronté souvent ce genre d'adversaire, même si c'est des bons joueurs qui jouent dans des bons championnats, mais ça s'arrête là. Que les joueurs puissent profiter de cela aussi, mais avec toujours le même risque. On est dans un pays jeune, dans une équipe jeune, dont les joueurs, et voire leurs agents, voire leurs familles, veulent profiter de ce moment-là pour se mettre en vitrine. Et ça, c'est un grand risque pour moi. Parce que si certains joueurs, si je n'arrive pas à créer cette osmose entre les joueurs, cette capacité à se surpasser pour l'équipe, à peut-être à ce qu'on me voit moins moi, mais que finalement il n'y a pas de centre qui vient parce que moi, joueur de côté, j'ai aidé mon latéral pendant tout le match à défendre et faire en sorte que Rashford ne centre pas. Donc ou Sterling. Et si on arrive à avoir cet état d'esprit, alors on va peut-être profiter de ce genre de match. Si c'est l'occasion simplement de se mettre en évidence individuellement, ce sera 2 échecs. Le mien, parce que je n'aurais pas convaincu les joueurs d'être une grande équipe à ce moment-là, et puis un échec aussi pour l'équipe, parce que comme ça, on n'aura aucune chance. Vous avez parlé de vos joueurs. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour un entraîneur ou pour un sélectionneur, mais je vais quand même vous demander si vous deviez me dire quels sont les joueurs sur lesquels vous comptez le plus, ou maintenant vous avez le sentiment qu'ils forment un petit peu le noyau de votre équipe. Ce sont les 2-3 premiers que vous nommez. Quels sont-ils dans cette équipe du Kosovo? Comme vous l'avez dit, parler des joueurs individuellement, ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Et je n'aimerais pas relever les mérites. Dans cette phase-là, on n'a pas Ronaldo. Quand vous avez Ronaldo, vous parlez de Ronaldo, c'est clair, vous dites on aimerait bien jouer avec Ronaldo ou avec Messi. On n'a pas ce genre de joueurs, même si on a des joueurs qui ont fait des différences peut-être offensivement, qui ont été des joueurs très intéressants. Mais je ne crois pas que c'est mon rôle de mettre en évidence, à ce moment-là, à ce moment de la vie de l'équipe du Kosovo, pour moi, alors, et ce n'est pas simplement du vocabulaire ou un langage de bois que de dire non, c'est l'équipe. On a une chance d'aller un petit peu plus loin, on a une chance de faire des points que si on est une véritable équipe. Et à ce moment-là, c'est vrai que chaque joueur, même si certains sont plus talentueux que d'autres, ces joueurs les plus talentueux doivent travailler beaucoup plus aussi. Et les travailleurs, ils travaillent. Ceux qui sont un petit peu moins talentueux et qui sont là, ça veut dire qu'ils font le job. Et je dois dire que vraiment, pour moi, c'est un mélange que je dois trouver avec, c'est vrai, quelques joueurs. Si on prend les joueurs qui jouent en Europe,
dans des clubs un petit peu plus réputés ou dans des championnats un petit peu réputés, ce sont principalement nos joueurs attaquants. Zeneli qui était à Heerenveen en Hollande et maintenant qui a été transféré à Reims. Rashica qui commence à jouer, à marquer régulièrement, qui a marqué 3 buts ces derniers temps avec le Werder Brême. Le petit Zegrova qui est un immense talent, qui vient de signer à Bâle, qui était à Genk. C'est les joueurs un peu plus talentueux, ou Berisha à Lazio Rome, ou Selina à Swansea. C'est des joueurs offensifs, voilà, qui sont un petit peu plus sur le devant de la scène. Mais pour moi, les défenseurs qui sont un petit peu inconnus au bataillon, qui jouent à Mouscron, Vojvoda par exemple, de très très bons joueurs aussi, ou les joueurs qui sont en Suisse, comme Kololi, comme Krietsu, ces joueurs-là, pour moi, sont tout aussi importants. Et ce sera vraiment ce mélange-là qui pourra faire que l'équipe tient la route. On a un très jeune gardien, par exemple, à côté de Oushkani, qui est le gardien, qui a été le gardien un petit peu qui gardait la maison du Kosovo, on peut dire. Maintenant, il y a un jeune qui est le deuxième à City, Muric, qui est en devenir, que l'on voit qu'en coupe. Je me réjouis de le voir, 19 ans, 1m98, un monstre, qui joue avec les pieds. Je ferme les yeux de temps en temps parce que c'est l'école Guardiola. Donc voilà, tous ces joueurs-là devront vivre ensemble, encore une fois, et pas se sacrifier, parce que parler de se sacrifier dans une équipe de football, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule, hein, c'est ridicule, mais travailler beaucoup pour l'équipe et ne pas chercher à se mettre individuellement en évidence. Donc c'est pour ça que voilà, j'apprécie beaucoup un petit peu tout le groupe, les plus talentueux, mais aussi les plus disciplinés, les plus intelligents aussi, dans l'anticipation pour les défenseurs, etc. Tous ces joueurs-là. Dans le cadre de ces 2 jours, hein, le fait est que hier, une équipe de tournage a également rencontré Kuran Krietsu et Benjamin Kololi. Et donc, on aurait besoin que vous disiez quelques mots de chacun d'eux, de ce que vous connaissez d'eux, de leur qualité, chacun des deux. Est-ce que c'est possible de nous dire quelques mots maintenant sur Ekuran Krietsu, quel type de joueur il est pour vous? Vous voyez, dans le même optique que Krietsu, de ce qu'on vient de parler, Krietsu, il est un joueur certainement indispensable à l'équipe, de par justement son état d'esprit, sa mentalité, son sérieux, son intelligence de jeu aussi, pour couper les passes, pour son agressivité, le bon sens du terme aussi, quand il le faut, son caractère aussi, pour attirer les joueurs aussi à lui. Il est un des leaders de l'équipe, sans être le plus talentueux, loin de là. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a aussi manifesté très très vite son envie de jouer pour le Kosovo. Clair. Dans sa tête, c'était clair. Il a voulu jouer pour le Kosovo. Il n'a pas attendu d'autres offres de la Suisse, par exemple, des choses comme ça. Donc, Krietsu, c'est pour moi un de ces joueurs qui est très important, autant sur le terrain qu'en dehors, et qui apporte énormément. Benjamin Kololi, là aussi, différent, hein, plus explosif, c'est un peu aussi un personnage particulier. Parlez-nous de Benjamin Kololi. Alors, Benjamin Kololi, voilà, on parlait aussi de ce tempérament kosovar, de ces joueurs avec du talent, qui osent un petit peu tout faire aussi à certains moments, et qui surprennent tout le monde positivement, des fois un petit peu négativement, qu'on doit recadrer un petit peu. Benjamin Kololi a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, ça c'est clair. Il est très très à l'aise avec le ballon. C'est quelqu'un, voilà, c'est un de ces gamins de la rue, hein, vous le savez, vous le connaissez un petit peu plus en Suisse, qui a joué dans la rue beaucoup, qui a touché le ballon, qui s'est formé un petit peu tout seul. C'est d'ailleurs assez exceptionnel parce que c'est un de ces derniers joueurs encore qui n'a peut-être pas passé depuis les moins de 12, moins de 13 dans un centre de formation d'un grand club de la Ligue du pays. Non, c'est un gamin qui a appris voilà, dans le football un petit peu régional. Donc, mais quand même, on voit sur le terrain cette capacité à conduire le ballon, à frapper gauche, à frapper droit, etc. Il a un gros potentiel, physique aussi, pour faire des allers-retours. Puis il a du caractère. Dans le bon sens, parfois pour moi, alors par exemple, il joue arrière latéral chez nous.
Ça ne lui plaît pas forcément, puisqu'il joue pratiquement devant à Zurich, enfin avec beaucoup de liberté. Bon, moi je lui laisse beaucoup de liberté offensive aussi, ça c'est clair. Il aimerait mieux jouer un cran plus haut, mais pour le moment, je crois que ça va aussi dans l'esprit, et je crois qu'il a compris, même s'il y aura peut-être de temps en temps un petit peu de révolte, qu'il est très utile dans ce rôle-là, parce que j'aime avoir des latéraux offensifs. D'ailleurs, il a marqué 3 fois en phase de qualification. Pour un latéral, c'est pas mal. Il a donné assist aussi. Donc, il a de la liberté. Il peut quand même faire valoir ses qualités offensives. Il défend pour moi de mieux en mieux aussi. Donc, c'est un joueur qui est très intéressant, même si peut-être à un certain moment, on va avoir quelques petites discussions un petit peu plus sérieuses entre quatre yeux. Mais pour le moment, je crois qu'il a compris que offensivement, on avait du choix. Défensivement, on en a un petit peu moins. Et c'est là qu'il peut rendre service à l'équipe. Et là, encore une fois, on parle d'un objectif commun, d'un rêve commun. Alors, je pense que un joueur, si aujourd'hui je lui dis tu vas jouer dans une position qui n'est pas la tienne, que tu n'aimes pas, mais tu vas aller à l'Euro, ou bien alors tu peux jouer devant, mais on n'ira pas à l'Euro, je suis sûr du choix qu'il va faire. Et c'est ce qui me permet, je pense, de plus ou moins maintenant jouer aussi un petit peu avec les joueurs. Mais j'aime beaucoup Benjamin aussi pour ce courage. J'ai regardé le match contre Naples. Aller me faire une panenka sur ce penalty, je pense que la prochaine fois que je le rencontre, je vais lui dire tu peux tirer les penaltys chez nous parce qu'il les tire très bien, mais tu me fais pas une panenka s'il te plaît, parce que moi mon cœur va peut-être pas résister, quoi. Mais ça montre quand même alors la folie et la qualité et ce qu'on aime aussi voir dans le football, et comme entraîneur je dois apprécier cela. Canaliser un petit peu, mais l'apprécier. Et c'est un beau travail d'entraîneur d'avoir des joueurs comme